Dans un couple classique, on a parfois des petites disputes, ça arrive. Mais globalement, on sait que dans quelques années on sera ensemble, on s'entend bien, on navigue dans le même bateau. Mais si t'es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que t'as des doutes, t'as un drôle de pressentiment. Il y a quelque chose au fond de toi qui a quelque chose d'anormal. Par exemple, tu peux avoir l'impression que l'autre te contrôle gentiment, ou encore que l'autre te dresse, comme on pourrait dresser un animal, un chien, pour qu'il se comporte exactement de la manière qu'on le souhaite. Ou que cette personne te conditionne. Il faut penser comme l'autre, sinon il y aura une punition derrière. On va voir ensemble aujourd'hui 10 signaux que ce n'est peut-être pas de l'amour, mais peut-être plutôt du contrôle. On va commencer généraliste et puis on va rentrer dans le détail au fil des points. Compte sur tes doigts le nombre de points que tu as aujourd'hui. Je te rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Je préciserai aussi en fin de vidéo un contre-exemple total de situations particulières qui pourraient ressembler à ça, mais qui serait autre chose. Toute première drôle d'impression que tu as au fond de toi, c'est que ça ressemble un peu à une prise d'otage aujourd'hui. Au début, c'était fusionnel, il y a une phase de lune de miel qui était géniale, tu avais l'impression d'avoir rencontré la perle rare, et puis, sans que tu saches dire à quel moment ça s'est transformé, tu as une drôle d'impression aujourd'hui. Tu dois réfléchir à chaque mot, à chaque geste, à chaque phrase, à chaque idée. Tu marches sur des œufs. Et devoir changer son caractère, son comportement pour l'autre, est déjà un signal. Il y a un mot que j'utilise dans certaines vidéos que personne ne veut entendre parce qu'il n'est pas très à la mode, qui parle de contrôle coercitif, qui montre que certaines relations ne reposent pas sur une violence physique, ni même sur des cris, mais tout simplement par une restriction de tes libertés au quotidien. C'est-à-dire qu'en gros, l'autre n'est pas là avec un couteau ni avec un fouet, mais dans les choses qu'il t'autorise, et surtout dans celles qu'il ne t'autorise plus à faire aujourd'hui, tu sens que tu peux faire moins de choses qu'avant. Deuxième signal, on continue de compter sur nos doigts, surtout si tu as un téléphone en main aujourd'hui, ça va être drôle, vers le point numéro 6. Deuxième point, c'est le rôle du sauveur ou de la sauveuse. Cette personne t'a confié très vite ses blessures, ses fragilités, et par miroir, tu t'es senti un peu comme obligé de confier également tes blessures et tes fragilités. Tu t'es même senti honoré. Généralement, on confie nos problèmes, nos failles, nos traumas d'enfance uniquement à nos proches, uniquement ceux en qui on a confiance. En gros, il y a nos amis, notre cercle social intime, ceux à qui on confie des choses, et puis il y a les autres. On n'ira pas, par exemple, raconter ses soucis, ses problèmes d'enfance à son boss. Par contre, à quelqu'un qu'on aime bien, on va aller lui confier. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette personne t'a confié des choses très intimes. Peut-être même qu'elle t'a dit, avec toi, c'est différent. Je me sens en confiance. Toi, par exemple, tu ne me feras jamais souffrir comme mon ex-copain ou comme mon ex-femme. T'es pas comme Lydia, t'es pas comme Roger. Toi, t'es différent. Toi, t'es une bonne personne. Et tu t'es senti flatté de ça. T'as vu ça comme un compliment énorme. Et puis, cette flatterie, ce compliment, s'est transformé quasiment en un métier. C'est à toi, aujourd'hui, de soutenir cette personne entièrement parce qu'elle a souffert dans sa jeunesse. Et si jamais tu ne le fais pas, dans ce cas-là, tu auras une punition. Ça devient une obligation. Et si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas en compte cette personne, si tu ne sauves pas cette personne, alors tu n'en fais pas suffisamment. Alors tu n'es pas à la hauteur. En psychologie, on parle d'un autre mot qui est un peu plus cool que le contrôle coercitif, qui s'appelle la responsabilité émotionnelle déplacée. Cette personne est censée gérer son propre état interne. Maintenant, c'est déplacé à toi. Tu dois gérer les émotions de ton partenaire. On est tous responsables de nos propres émotions. Aujourd'hui, dans ce couple-là, c'est probablement différent. Tu es responsable de ses émotions à 100%. Comme cette personne s'est livrée à toi, continue de compter sur tes doigts, il t'a livré des failles, des soucis, des traumas d'enfance. Il t'a confié ses craintes. Et bien évidemment, par miroir, tu vas également lui confier tes peurs les plus intimes. T'es même encouragé à ça. Il te parle 10 minutes de son enfance, tu vas parler également 10 minutes de ton enfance. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est en train de cartographier précisément tes peurs. Ce sera utilisé contre toi par la suite. Tu as peur d'être abandonné, cette personne va t'abandonner. Tu as du mal avec la violence verbale, cette personne sera violente verbalement. Quoi que tu aies confié, ce sera utilisé contre toi. Comme dans ces séries américaines, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. C'est exactement ça. Tu as confié que tu avais un problème avec ta mère, tu peux être sûr qu'en quelques semaines, cette personne te dira « Ta mère avait bien raison », en sachant précisément que c'est l'un de tes points de faiblesse. Et qu'on se mette d'accord, tout être humain sur Terre a
des points de faiblesse. Et tout à coup, tu passes de partenaire de vie à un accusé. Quoi qu'il se passe, c'est de ta faute. Et là, on parlera de renversement de culpabilité. Quatrième point, toujours simple pour tenir son téléphone dans l'autre main jusqu'à présent, c'est le système qui s'appelle récompense-retrait. On peut aussi trouver sous le nom de chaud-froid et qui a aussi un autre nom en psychologie que tu dois connaître. Je te laisse réfléchir à comment ça s'appelle et je te le dis dans exactement 30 secondes. Au début, tu es valorisé, c'est chaud. Au début, tu as plus de chaud que de froid. Et puis, l'amour devient conditionnel. Tu découvres que lorsque tu agis comme il faut, dans ce cas-là, tout va bien. Tu as peut-être même une récompense dans l'intimité. Mais quand tu ne te comportes pas exactement de la manière dont l'autre te dresse, dans ce cas-là, tu as une punition. Ça devient froid. Par exemple, l'autre va te bouder, sera froid soudainement, partira, prendra de la distance affective, ne te considérera plus à la maison. Et puis tu vas attendre cette nouvelle période de chaud qui peut arriver dans quelques heures ou dans quelques jours. Et finalement, tu passes ton temps à analyser, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, ce qui se passe en face de toi, et à te dire, si je modifie juste un petit peu mon comportement, ça pourrait toujours être chaud, et se passer bien, comme ça se passait au début de la relation amoureuse. Et t'en viens chaque jour à modifier un peu tes phrases, tes comportements, et ce que tu penses, de manière à ce que l'autre ne s'énerve pas. Mais quoi que tu cherches, quoi que tu fasses, quoi que tu modifies, ça ne suffit jamais. Ce mécanisme s'appelle, à toi de parler, le renforcement intermittent. C'est très bien documenté en psychologie et on voit aussi que ça crée une dépendance qui est très forte. Il est très compliqué de sortir d'une stratégie de renforcement intermittent parce que ça rend addict. C'est la même chose qui est utilisée sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. C'est aussi la même chose qui est utilisée dans les casinos. Renforcement intermittent. Parfois tu perds, même souvent tu vas perdre et tu attends de gagner de temps en temps. Et quand tu gagnes, ça fait ce fameux show. Les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, souvent tu t'ennuies et tu attends la prochaine vidéo qui va te procurer ce pic de dopamine qui va t'intéresser. Et plus ça avance dans le temps, moins ça t'intéresse, plus il faut que tu scrolles en attendant cette récompense. Cinquième point, aujourd'hui, l'empathie à sens unique. Cette personne va te dire « Je suis hypersensible, j'ai énormément d'empathie, je suis HPE ». Mais bizarrement, entre ce qui est dit et ce qui est fait, tu vois qu'il y a une grosse différence. Parce que parfois tu souffres et l'autre ne prend pas soin de toi. Si jamais tu dis que ça va pas, l'autre va minimiser. Te dire, tu te comportes de manière enfantine. Tu en rajoutes toujours des tonnes. Et éventuellement même, cette personne ne t'écoutera pas ou va disparaître. Et tu remarqueras que cette personne va toujours être dans la position de la victime en permanence, quoi qu'il se passe. Alors ton rôle, c'était bien évidemment d'être le support, le Saint-Bernard de l'autre. Maintenant, il est encore plus grand. Tu dois aussi écouter, rassurer et sauver en permanence. Et ça, c'est ton métier. Et si tu ne le fais pas bien, tu auras toujours une punition. Quiz pour la question numéro 6. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Là, on voit un panneau qui montre « va par ici », mais va également par ici. Et on voit le chat qui dit « il est interdit de lire cette description ». Comment est-ce que ça s'appelle? Si tu as déjà suivi quelques vidéos de cette chaîne, tu dois le savoir. Ça s'appelle une double contrainte. Bravo. Quelle que soit la chose que tu fais, quelle que soit ta réaction, ce sera toujours mauvais. Par exemple, si jamais tu prends de la distance, il va te dire « tu es trop froid ». Si jamais tu parles, ça ne va pas, il va dire que tu dramatises. Si jamais tu te tais, il va dire que tu fermes la communication. Donc en gros, quelle que soit la chose que tu fais, tu es toujours échec et mat. Par exemple, il va te dire « dis-moi ce que tu ressens, il faut qu'on communique encore plus ». Mais quand tu vas parler, il va te dire que tu es en train de dramatiser. Si jamais cette personne te dit « je suis énervé, reparlons-en plus tard », il va te dire le lendemain que tu ne veux pas parler avec lui. S'il te dit « je suis énervé, reparlons-en plus tard », tu seras accusé de fuir le problème. Et éventuellement, même cette personne peut te faire la même chose le lendemain, sauf que les règles auront changé. Pour lui, pour elle, ça va, c'est acceptable. La double contrainte, déjà, ça rend fou, et en plus, ça vient taper dans tes piliers de sécurité interne. Tu perds confiance en toi. Tu n'oses plus être qui tu es. Tu ne sais même pas quoi dire ou quoi faire parce que quoi que tu fasses, ce sera mauvais. Septième point que tu connais également, c'est lorsque la réalité devient floue. Comment ça s'appelle ça? Ça commence par GA. J'en dis pas plus. Ta vérité sera réinterprétée. Ce que vous vivez sera transformé. Par exemple, ce qui s'est passé la veille dans ce restaurant,
sera transformé. Il y a bien certains bouts de phrases qui seront bons, c'est bien les mots que tu as dit, mais on va leur prêter d'autres intentions, ou d'autres intensités. On va te dire, tu as crié en disant ça. Ou alors on te prête des intentions que tu n'as pas eues. Ou alors on amplifie. Ou alors on prend un début de ta phrase et on mettra une autre fin dessus. T'en viens douter de toi. Si t'as déjà les 6 points d'avant, t'es déjà pas en bon état. À ce moment-là, ton ressenti, tes émotions, tes pensées, ton intuition sont invalidées. C'est-à-dire que tu apprends à ne plus te faire confiance sur ce qui s'est passé et sur ce que tu ressens. Et ça s'appelle du gaslighting. 8e point, tu seras comparé. Il y aura d'autres personnes. Comment ça s'appelle quand on a 3 dans l'équation? Ça commence par TR. Celui-ci, tu le connais. Celui-ci, il est simple. Je t'en parle après. Tu vas être comparé à d'autres hommes, d'autres femmes. Ça peut être son père, sa mère. Mon père, au moins, lui, c'est un homme. Il sait se comporter comme ça. Ton ex, c'est marrant parce que l'ex, qui était montré comme un monstre, tout d'un coup devient une personne géniale. Mon ex, au moins, savait faire ça. Et toi, tu te dis dans ta tête, mais je sais pas, retourne-y finalement, si ton ex était mieux que moi. Et on peut parfois comparer pour aller mieux, pour être plus fort. Par exemple, dans ton travail, tu peux te dire, tiens, je vais prendre les bonnes pratiques de mon voisin qui a bien fait sa présentation pour m'améliorer. Je vais me comparer à lui pour être meilleur. Là, ce sont des comparaisons qui, sous couvert de te donner du positif, de t'aider, seront en fait destructrices. Je te dis ça pour ton bien, mais un homme en général doit se comporter comme ça. Une femme en général doit savoir ce genre de choses. Et c'est ce qui fait que tu es toujours presque suffisant. Ce que tu fais est toujours presque bien, mais jamais réellement suffisant. Donc il faut que tu en fasses plus. C'est ça le message sous-jacent derrière. Tu n'es jamais réellement pleinement validé. Et ça s'appelle de la triangulation et ça rend fou également. Bien évidemment, dans ce genre de couple, il y a aussi de l'isolement progressif, parce que pour te dompter de manière simple, on va écarter tous ceux qui seront de ton côté, et cette personne manipulatrice va garder tous ceux qui sont de son côté à lui. Bien évidemment, c'est beaucoup plus simple. Il y aura aussi des crises qui seront fabriquées. Tout semble calme, mais pour autant, tu sais que ça peut tomber n'importe comment. On est aussi dans du renforcement intermittent, c'est-à-dire que la récompense peut surgir n'importe quand, mais la punition peut aussi arriver n'importe quand. Alors attention, si tu as tes 10 doigts qui sont en l'air aujourd'hui. Parce qu'il y a un autre type de profil qui peut ressembler comme 2 gouttes d'eau à ça. Et il y a une frontière qui est très fine, mais qui est facile à analyser si tu le connais. Il y a parfois des gens qui sont guidés par la peur. Par exemple, un père qui les a abandonnés. Une mère qui n'était jamais présente, un traumatisme d'enfance, une relation précédente avec une personne perverse. Et cette peur peut être cachée par une carapace de contrôle. Parce que je te contrôle, alors je prends du pouvoir sur toi. Et donc je ne serai plus quitté à nouveau. Je te donne un exemple dans un autre domaine qui est peut-être plus simple à comprendre. Une jeune fille a été maltraitée ou abusée par son père, ou son père était absent, et sa mère était absente aussi. Aucun des 2 parents n'a été une figure stable. Et elle était moquée à l'école quand elle était petite, quand elle avait 7 ans, 8 ans, 12 ans. En grandissant, elle se dit, ça ne m'arrivera plus jamais. Je vais devenir cette manager, cette chef d'équipe, qui est extrêmement costaud, qui a une carapace et qui domine tout le monde. Et à son travail, elle est respectée, elle est même crainte, tellement qu'elle a de force, tellement qu'elle est puissante. Mais en réalité, elle n'a rien réglé. Elle a toujours cette même peur enfantine, c'est juste qu'arrivée à l'âge adulte, elle a mis une carapace avec des épines autour. Mais le problème reste intact. Elle a toujours cette même peur d'être abandonnée, elle est toujours pas heureuse pour autant. En amour, c'est exactement pareil. J'ai été abandonné quand j'étais jeune, j'ai eu des relations traumatiques avec des personnes perverses narcissiques. Maintenant, je mets une carapace de contrôle comme une armure ou un déguisement autour de moi, de manière à ce que ça ne m'arrive plus par la suite. Donc ça signifie que entre personne toxique, perverse narcissique, manipulatoire et une personne blessée de l'enfance, ça peut ressembler. Mais il y a une différence qui est fondamentale. Une personne qui est guidée par la peur peut reconnaître qu'elle va trop loin. Elle peut s'excuser. C'est-à-dire que derrière cette carapace, elle peut ouvrir une porte et te montrer ce qu'il y a dedans. Oui, c'est vrai, j'ai cette carapace, mais ça vient d'un truc d'enfance et j'ai peur, et c'est comme ça que je me protège. Elle peut chercher à changer, elle peut surtout ressentir de la honte après coup et venir s'excuser auprès de toi. Elle peut aussi se remettre en question quand tu lui dis
Là, ça a été trop loin, là, ça ne va pas. Alors qu'une personne qui est dans une logique de contrôle pathologique, ou manipulatrice, ou toxique, je te mets plein de mots, ou perverse narcissique, ou dangereuse, mets le mot que tu veux dessus, elle niera toujours sa responsabilité, elle dira toujours que c'est la faute des autres, elle va justifier à chaque fois tous ses comportements toxiques et négatifs, elle ne montrera jamais aucun remords, et elle répétera toujours les mêmes schémas, quelles que soient les conséquences, même si tu souffres, même si tu lui dis clairement que tu souffres aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que, quelle que soit l'étiquette de cette personne contrôlante, que ce soit de la perversion narcissique, ou juste une logique de contrôle pathologique, t'as même pas besoin de mettre d'étiquette dessus, cette personne ne changera pas, parce que tu as déjà essayé 1000 fois, elle a vu que tu souffrais et elle reste dedans. Donc la grande différence clé entre ces deux types de profils, ce n'est pas la souffrance, parce que dans les deux cas on souffre. C'est que dans un cas, il y a possibilité de réparation, il y a prise de conscience de ce qui se passe. Dans l'autre cas, il y a absence de réparation, absence de conscience. Et pour finir, pourquoi est-ce que c'est si difficile de partir? Principalement parce que le chaud-froid te laisse coller, te laisse engluer à ça. C'est ce qui fait qu'on est aussi accro à Instagram, à TikTok. Pour d'autres, ça va être les jeux d'argent, etc. ou les relations toxiques. C'est un système qui rend accro. Le cerveau est accro à ses hauts et ses bas psychologiques. Et en plus de ça, tu perds confiance en toi. Voilà mes amis, j'espère que ça a été clair pour vous aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas vos 10 doigts qui sont levés, que sur la notice finale, vous avez réussi à faire la différence. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler. Je vous aime, salut à tous, bye.